Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Au sommaire ce soir, à quelques semaines de la saison estivale, le torchon brûle entre l'association des commerçants d'Annecy et la municipalité. Dernier exemple en date qui témoigne de la situation, le secrétaire des vitrines d'Annecy vient de poser sa démission pour mettre au plus grand jour les sujets de discorde entre les deux parties. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, prévue ce samedi 2 avril, nous vous proposons ce soir une immersion au sein de MEO, une école pas comme les autres. La structure basée à Annecy-le-Vieux accueille chaque année une vingtaine d'enfants atteints de troubles autistiques. Je vous disais en titre, la situation est tendue entre les commerçants et la municipalité d'Annecy. Et même si la querelle ne date pas d'hier, les représentants des vitrines d'Annecy sont toujours autant remontés contre leur mairie. En ce début de semaine, c'est le secrétaire de l'association qui a démissionné de ses fonctions. Il faut dire que les sujets de discorde sont nombreux, stationnement, pistes cyclables ou encore insécurité, des thèmes bien connus de la municipalité qui se défend de ces accusations. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Le dialogue est-il totalement rompu entre commerçants annéciens et leur mairie? C'est en tout cas la situation que dénonce aujourd'hui l'association des vitrines d'Annecy, via la démission de son secrétaire qui se dit inutile dans ce rôle de lien entre professionnels et pouvoir public. On n'a simplement pas vu le maire depuis son élection, pas une seule fois. On lui a envoyé un certain nombre de courriers, d'emails, tout est resté lettre morte. Je suis secrétaire, donc je prends mes dispositions, soit ça fonctionne, soit mes courriers fonctionnent et on arrive à instaurer un dialogue constructif. S'il n'y a pas de dialogue du tout et qu'on n'y arrive pas, on ne sait plus à quoi on sert. Et on veut être consulté systématiquement pour une harmonie, pour un bon vivre ensemble, et que le projet, les appels à projets citoyens ne soient pas juste un effet de communication, que ce soit vraiment au cœur de l'action municipale. Une action symbolique qui ne remet toutefois pas en cause l'existence de la structure qui rassemble aujourd'hui quelques 250 commerçants et artisans de la commune nouvelle. À travers la mobilité, le stationnement ou l'insécurité, les termes de discorde sont en effet nombreux. Des dossiers bien connus de la mairie qui se défend toutefois d'être inaccessibles. Aujourd'hui, on a des responsabilités nouvelles. Le rôle que j'ai en tant que maire, c'est de mettre à disposition de nouvelles mobilités. En tant que vice-président à l'Agglo, c'est de mettre aussi des transports et des infrastructures avec les équipes et avec Frédéric Lardet. Et ce travail est en train de se faire. Donc je crois qu'il est temps de discuter et de à nouveau discuter pour la bonne et simple raison qu'on s'est déjà vu. Je regrette le procédé, mais bon, je n'ai pas à juger. Ce qui est important, c'est encore avoir la capacité à discuter et être en face à face. Un dialogue de sourds qui demandera un peu d'abnégation des deux parties afin de trouver une solution pour enfin apaiser les quelques vagues qui agitent la Venise des Alpes. J'accueille à présent mon premier invité visio de ce journal pour parler artisanat. Olivier Tavernier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes le président de la CMA 74, de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie. Et vous êtes en ligne avec nous pour évoquer les Journées européennes des métiers d'art. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots cet événement ? Écoutez, cet événement se déroule déjà du 28 mars au 3 avril. Donc, ces Journées européennes des métiers d'art sont destinées à promouvoir les métiers d'art sur notre territoire national et européen, et particulièrement pour nous, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, donc sous l'égide de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est pour mettre en valeur nos 6000 artisans sur la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur nos 208 000 artisans. Donc, vous voyez, c'est quand même une petite niche de 3% à peu près d'artisans, mais que l'on ne doit pas oublier, et au contraire qu'on doit mettre en avant pour tous ces savoir-faire à la française et je dirais la pérennité aussi de tous ces métiers. C'est important de leur donner de la voix. Vous avez un petit peu répondu, mais est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, c'est encore un peu confidentiel, tout ce qui touche au métier de l'artisanat? L'objectif, c'est de démocratiser? Oui, si on veut, encore que ce n'est pas forcément confidentiel, c'est peut-être le fait que ce soit un peu mal connu ou qu'une communication pas suffisante sur ces différents métiers, puisque c'est vrai que pour la plupart de ces artisans, à peu près 70%, c'est des gens qui travaillent seuls, donc ont un petit peu la tête dans le guidon, comme beaucoup d'artisans, et qui n'ont pas forcément des fois le temps de communiquer ou de participer à des salons ou des choses qui peut les mettre en avant et les promouvoir. Donc, c'est sûr que ces journées qu'on met en avant là sont, je dirais, une belle occasion pour eux de le faire. Alors, j'ai noté plus de 250 événements prévus avec la présence de quelques 900 professionnels des métiers d'art. Quels sont les temps forts de cette semaine-là d'événements ?
Les temps forts, disons qu'il y a pas mal de temps forts, je dirais, pour le grand public qui veut participer à ces journées européennes des métiers d'art. On a un site déjà dédié à ça, JIMA 2022. Donc, il suffit d'aller sur le site pour voir un petit peu tous les événements sur nos territoires et se rapprocher de ce qui peut intéresser. Et là, les temps forts, je dirais, il y a une pépinière d'artistes sur Saint-Félix, par exemple, dont j'inaugurerai le démarrage vendredi en fin de journée. Et c'est vrai que voilà, ça, c'est un événement parmi d'autres, mais aussi dans des centres de formation et surtout dans des entreprises, chez les artisans. Voilà, c'est mis en avant de cette manière. Est-ce qu'il y a malgré tout une demande de la part de la population, des jeunes, d'aller vers ces métiers ? Écoutez, on peut dire que oui, mais maintenant, encore une fois, c'est vrai qu'il faut le promouvoir. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui avec la crise qu'on vient de traverser, je dirais beaucoup de jeunes et de moins jeunes se posent des questions sur leur avenir, sur donner du sens, je dirais, à leur vie professionnelle. Donc, il est vrai que c'est la belle occasion, je dirais aussi, de se tourner vers ces métiers qui ont de l'avenir, qui ont du potentiel. Donc, c'est vrai que nous, en tant que chambre de métiers, déjà, je dirais l'apprentissage, on s'y intéresse de très très près. C'est quelque chose qui nous concerne énormément si on veut pérenniser l'ensemble de nos métiers. Et c'est vrai qu'on fait déjà énormément pour attirer les jeunes vers ces métiers. Donc, aussi vers ces métiers, je dirais, un peu spécifiques, un peu particuliers, mais qui sont de belles valeurs. Justement, quel a été ou quel est encore aujourd'hui l'impact de cette crise en Haute-Savoie sur la filière des métiers de l'artisanat ? Écoutez, l'impact, il n'est pas si énorme que ça. Alors, encore une fois, sur la Haute-Savoie, on a cette chance d'avoir un tissu économique, je dirais, qui a su résister à ce qui s'est passé, et dans beaucoup de domaines, et en particulier celui-ci également. Et je dirais la difficulté que rencontrent aussi ces métiers d'art, c'est ce que rencontrent tous les artisans et toutes les entreprises françaises aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc, c'est un gros problème. Là, dans un sondage récent, 13% des artisans d'art se disaient vraiment en grande difficulté, je dirais, pour recruter. Justement, vous, au sein de la CMA, comment est-ce que vous faites pour aider, pour accompagner ces personnes qui sont en pénurie de main-d'œuvre ? Disons qu'on a des services dédiés à ça. On est en lien aussi avec d'autres, je dirais, entités sur nos bassins de vie et nos bassins économiques pour, je dirais, faire la conjonction d'un petit peu tout. Voilà, vous voyez, là, récemment, on a organisé le salon prépa sur La Roche, alors qu'il n'est pas forcément du recrutement, puisque là, c'est pour l'apprentissage et, je dirais, les filières de formation. Mais voilà, la CMA, je dirais, œuvre pour... je dirais, voilà, un maximum aussi en lien avec les services de l'État, forcément, avec Pôle emploi, avec toutes ces entités pour faire un maximum pour donner de la main-d'œuvre à nos artisans. Merci beaucoup, Olivier Tavernier. Je rappelle que vous êtes président de la CMA et je rappelle également que donc, ces journées européennes des métiers d'art durent jusqu'à ce dimanche 3 avril. Merci à vous. Merci, au revoir. Ce dimanche 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette altération neurodéveloppementale concerne près de 100 000 jeunes de moins de 20 ans et 600 000 adultes. Elle regroupe toute une famille de troubles comme l'hyperactivité, la dyslexie, la dyspraxie ou le syndrome d'Asperger qui affectent la capacité de l'enfant ou de l'adulte à communiquer et à interagir avec les autres. Pour tenter d'y remédier, la structure MEO a vu le jour en 2015 à Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie. Cette association scolarise chaque année une vingtaine d'enfants atteints de ces troubles. L'objectif est de les accompagner au quotidien pour leur donner les clés nécessaires pour s'adapter à la société. Marine Schneider a suivi des jeunes âgés de 11 à 16 ans toute une journée sur les bancs de leur école extraordinaire. Reportage. Ce matin, cours de géométrie avec Madame Leroy. Ces 5 élèves de la classe Gryffondor suivent avec attention le cours de mathématiques. Et aujourd'hui, on s'attelle au périmètre d'un carré. Est-ce que c'est L plus L à ton avis? L, longueur plus largeur. Est-ce que là, tu auras vraiment fait le tour de ta figure? Des formules que l'on apprend normalement en 6e. Mais dans cette école, c'est un peu différent. Il n'y a pas de classe, seulement des groupes de compétences. Ces élèves âgés de 11 à 14 ans suivent des cours personnalisés et bien rythmés. Ils alternent entre jeux et exercices. Ils ont des difficultés d'attention et de séquencer, ça renouvelle à chaque fois, ça donne un élan différent et quand on a lâché sur un domaine, on revient avec autre chose. Et pour certains, c'est vraiment essentiel.
Car Antoine et ses amis présentent différents troubles neurodéveloppementaux, hyperactivité, troubles de l'attention ou encore syndrome d'Asperger. Toutes ces altérations les empêchent de communiquer normalement avec les autres. Ils ne saisissent pas les règles de l'interaction sociale. Et le rôle de cette école, c'est de leur donner le mode d'emploi, exemple avec ces exposés en cours d'actualité. Des pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis, tout envoie du matériel. Est-ce que Vladimir Poutine épargne les civils ukrainiens? Là, t'as pas besoin de le dire, là, tu dois le savoir. Non, pourquoi? T'as des exemples? Donc ça peut être parfois difficile, mais on a déjà vu de beaux progrès sur certains enfants qui n'étaient pas capables de lire une production, de regarder, de parler. Donc on leur demande de faire cet exercice-là parce que c'est nécessaire dans la vie. Ce sont des enfants qui comprennent beaucoup de choses, qui prennent beaucoup, mais qui n'arrivent pas à le retranscrire en mots, en émotions. Donc ça peut les bloquer. Et c'est ce qu'on aimerait qu'ils apprennent au moins avant de partir. Pour cela, il va falloir comprendre ces difficultés et les accepter. Un travail qu'ils doivent effectuer s'ils veulent retrouver les bancs de l'école classique. Personne n'a envie d'être à côté d'un système. Ils ont tous envie au bout d'un moment, ils disent « mais ton truc c'est sclérosant ». Alors ils sont très bien en petits groupes, et puis tout à coup, ils ont besoin de plus de mouvements, d'entrer dans une relation plus élaborée avec les autres. Et c'est tant mieux, c'est qu'on a bien fait notre boulot. Quand ils sont prêts à nous dire « ciao, bye bye », c'est impeccable. Depuis sa création, près de 120 élèves sont passés par MEO. Tous ont réintégré leur cursus scolaire, excepté 2 élèves. Dans les mois à venir, MEO projette d'ouvrir une nouvelle classe pour les préparer à entrer en CAP. Du sport à présent avec mon second invité visio du jour, Benoît Sirouet. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, je vous entends très bien. Merci à vous d'être là avec nous. Vous êtes le président des Black Panthers de Thonon-les-Bains. On parle là de football américain. Votre équipe retrouve les joutes européennes ce samedi avec la réception d'un club espagnol à 18 h au stade Joseph Moina. Tout à fait, oui. C'est un peu une tradition ici à Thonon de recevoir des clubs européens puisque depuis 2008, nous sommes qualifiés en Coupe européenne de façon très régulière. Et donc c'est par contre une première puisque c'est la première fois que Madrid se déplacera à Thonon. Et moi, j'aime à dire que c'est la capitale de l'Espagne qui se déplace dans la capitale du Chablais. C'est pas rien. Dans quel état d'esprit sont vos joueurs et le staff là, à quelques jours de ce grand rendez-vous? Ils sont tous excités parce que c'est vrai qu'il y a une saveur un peu particulière, ces matchs européens. Ça sort un peu du contexte du championnat national. De rencontrer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en saison régulière. Madrid, donc une première, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc non, ils sont tous excités et prêts à en découdre. Et puis, pour Madrid, par contre, la petite anecdote, c'est que c'est leur première expérience en Coupe d'Europe, curieusement. Vous allez donc affronter un club novice. Cette rencontre va se jouer dans le cadre de la Central European Football League. Elle se situe où, cette compétition, dans la hiérarchie des compétitions européennes de football américain? C'est aujourd'hui la compétition du plus haut niveau dans le contexte européen. D'ailleurs, ne figure que dans cette compétition que des champions ou vice-champions nationaux. D'ailleurs, il y a 13 équipes représentées dans cette compétition, qui représentent 11 nations. Donc, c'est vraiment un calibre très élevé. Un peu l'équivalent du Ligue des Champions. Tout à fait. On sait que les Black Panthers aiment l'Europe, puisque vous avez remporté par le passé déjà 2 Coupes d'Europe. Quelles sont vos ambitions, justement, pour cette année 2022 en Coupe d'Europe? C'est toujours de performer au niveau européen. Comme j'aime encore une fois souvent le rappeler, c'est que Thonon est la plus petite ville à jouer au niveau continental. Donc pour nous, c'est une fierté. Et puis l'ambition, c'est toujours d'aller plus loin. Et puis 2013-2017 ont confirmé la place forte de Thonon-les-Bains dans le foot américain. Donc encore une fois, on va tout faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Benoît, un mot également sur le championnat de France qui reste sur 2 saisons blanches. Il a pu démarrer cette saison dans de bonnes conditions, en tout cas comme on peut. Vous êtes pour le moment 2e de votre conférence? Oui, c'est une place qui confirme un petit peu notre statut. Aujourd'hui, la place numéro 1 est tenue par le Flash de la Courneuve, qui est un club aujourd'hui qui est pratiquement intouchable, invaincu. Mais la saison est longue et ce qui va être intéressant, c'est que comme on a commencé au Flash de la Courneuve, justement chez le leader lors de la première journée, la dernière journée aura lieu à Thonon contre le Flash de la Courneuve. Donc on va se réserver quelques surprises et puis peut-être leur prendre cette première place, on ne sait jamais. Un dernier mot, Benoît, avec une très grande nouvelle que vous avez annoncée ce mardi et qui concerne justement la finale du championnat élite. Oui,
Quelque chose d'inattendu, un peu de circonstances après ce Covid, etc. La fédération était un petit peu embêtée avec l'organisation de cette finale, avec des stades qui sont en rénovation à cause de la Coupe du Monde de rugby et les JO qui arrivent dans les grandes villes. Ils veulent s'asseoir sur un club qui sait gérer les événements et ils sont revenus là il y a 2 mois vers nous en disant qu'est-ce que vous en pensez? Je suis allé voir la mairie de Thonon. On a discuté. Très honnête, au départ, je voulais que ça s'organise sur Annecy. Il y avait un projet, ça n'a pas abouti. Et c'est finalement Thonon qui remporte la mise. C'est un super événement. Ce que j'ai envie de dire, et c'était le clin d'œil hier soir de la conférence de presse, c'est que le clin d'œil aux joueurs et au staff, c'est bien de l'organiser, mais ça serait bien d'y être. Oui, évidemment, on espère que les Black Panthers pourront disputer cette finale au stade Joseph Moina. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. C'est tout ce qu'on espère et c'est tout ce qu'on va essayer de faire au-delà de l'organisation. Merci beaucoup, Benoît Siaoui. On vous envoie plein de bonnes ondes pour ce samedi. Super, merci. Merci bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume avec le froid qui est malheureusement de mise. Place juste après à Panorama. L'émission est inédite cette semaine et elle est consacrée au sport de montagne. Et pour ce 3e épisode, Emmanuel Jaude a pu rencontrer Julien Picard-Henry, guide de haute montagne, snowboarder et alpiniste qui a créé une association qui envoie du matériel de glisse au Pakistan. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Jeudi, vous retrouverez Marine Schneider pour le journal.